Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce mardi 2 mai, le tribunal de commerce de Fort-de-France a examiné 3 dossiers de repreneurs potentiels pour le quotidien France Antilles. Ce mardi matin, dans le cadre d'un travail sur l'aménagement du territoire, plusieurs dizaines de collégiens ont effectué l'ensemble du parcours du TCSP à bord des autobus qui lui sont dédiés. Connaissez-vous l'historique du 1er mai? Vous saurez tout dans cette édition. Depuis la mi-février se déroule en Martinique l'opération Stop à la violence, déposer les armes. Depuis la destitution de Dilma Rousseff, les choses ne s'arrangent pas au Brésil. Et puis dans le cadre des Journées mondiales d'hygiène des mains, le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Martinique, a mis en place depuis ce mardi matin toute une série d'actions de sensibilisation. L'accord signé entre le collectif pour la Guyane décollé et le gouvernement prévoyant un plan d'urgence de 1,8 milliard d'euros a été publié ce mardi 2 mai au journal officiel. Ce plan concerne principalement, nous l'avons dit, la sécurité, la justice et l'éducation. Rappelons que le gouvernement s'est également engagé à étudier de manière prioritaire le déblocage de 2 milliards d'euros supplémentaires. À l'issue de près d'une décennie de négociations entre les médecins libéraux et la Caisse d'assurance maladie, depuis hier, lundi 1er mai, la consultation chez votre médecin généraliste est passée de 23 à 25 euros. Cette modification, qui devrait valoir au moins pour les 5 ans à venir, est loin de faire consensus parmi les professionnels qui estiment cette somme insuffisante. D'ailleurs, leur principale représentation syndicale, la Confédération des médecins libéraux, a refusé de signer l'accord. Ce mardi 2 mai, le tribunal de commerce de Fort-de-France a examiné 3 dossiers de repreneurs potentiels pour le quotidien France Antilles. Le verdict final ne sera rendu que vers la fin du mois de juin. On notera que sur ces 3 propositions, 2 sont des offres de rachat intégral, tandis que la dernière est une offre de reprise partielle. En France, le 1er mai est un jour chômé et payé depuis 1947. Mais en réalité, la fête du travail puise ses origines dans une grève généralisée de salariés américains en 1886. Le saviez-vous, le 1er mai français vient en réalité des États-Unis. Le 1er mai 1886, une grève généralisée, suivie par près de 350 000 travailleurs, paralyse un nombre important d'usines outre-Atlantique. Les salariés réclament la journée de travail de 8 heures, mais les patrons s'y opposent. La contestation est particulièrement vive à Chicago, dans l'Illinois. Si les manifestants obtiennent gain de cause, le bilan est lourd, avec plus de 10 morts du côté des travailleurs. 3 ans après ces émeutes, en 1889, le 1er mai devient la Journée internationale des travailleurs. Pour la petite histoire, en 1890, les manifestants arboraient un triangle rouge qui symbolisait leur triple revendication: 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. L'insigne sera vite remplacé par une fleur d'églantine avant de céder la place à du muguet. En France, c'est en 1947 que le 1er mai devient chômé et payé, mesure reprise par le gouvernement issu de la Libération. Il se caractérise par une interdiction légale de travail sans réduction de salaire. Toutefois, l'appellation fête du travail reste une coutume et non une appellation officielle. Aujourd'hui, la fête du travail est un jour chômé dans la quasi-totalité des pays d'Europe, à l'exception des Pays-Bas et de la Suisse. Dans le reste du monde, le 1er mai est également fêté, comme par exemple en Russie, au Japon, en Afrique du Sud ou encore en Amérique latine. On aurait pu imaginer que le 1er mai, fête du travail et des travailleurs, pourrait être l'occasion pour ces derniers de se retrouver tous ensemble ce jour-là. Mais cette année, comme les années précédentes, il n'en a rien été.
En particulier, l'Union interprofessionnelle régionale de la Martinique, affiliée à la CFDT, a organisé une manifestation à la Villa Rosette, située à Bois-Carré au Lamentin. Dans l'invitation que la presse a reçue, il était indiqué que des débats auraient lieu sur la formation professionnelle et la loi El Khomri. Mais cette invitation signée Éric Picot n'indiquait pas l'heure de la manifestation. Triste illustration du Ibon-Consa qui fait tant de tort à notre pays. Comme à chaque élection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, se démène en vain pour tenter de maîtriser les informations qui arrivent avant l'heure légale sur les résultats par le biais des médias belges et suisses notamment. Jusqu'à présent, aucune solution n'a pu être trouvée pour faire respecter la loi française hors des frontières. L'ancien conseiller municipal lamantinois et ancien conseiller régional Franz Lebon a décidé de se présenter aux élections législatives dans le centre atlantique, ce qui fait de lui le 10e candidat de la circonscription. Bien qu'appartenant à la sphère du Parti socialiste, c'est sans étiquette qu'il a choisi de faire campagne. Ce mardi matin, dans le cadre d'un travail sur l'aménagement du territoire, plusieurs dizaines de collégiens ont effectué l'ensemble du parcours du TCSP à bord des autobus qui lui sont dédiés. Et c'est un bilan plutôt positif qu'ils ont dressé de cette expérience dont on espère qu'elle fera enfin bientôt partie de la routine quotidienne des Martiniquais. Contrairement aux affirmations qui circulent sur les réseaux sociaux et malgré les consignes en ce sens qui ont pu être données par plusieurs candidats, le vote blanc, quand bien même il serait majoritaire, n'est pas pris en compte parmi les suffrages exprimés. Il ne peut donc en aucun cas remettre en question le résultat des élections présidentielles, et cela même si depuis 2014 le bulletin blanc est distingué du vote nul sur les procès-verbaux. Il y a longtemps que les députés européens originaires des Outre-mer expliquent que les dispositions européennes sur la pêche ne correspondent pas aux réalités de ce secteur dans les régions ultra-périphériques. Pendant de nombreuses années, l'Europe est restée sourde à ce discours, mais les choses semblent être en train de changer. En effet, la commission pêche du Parlement européen vient de rendre publique une proposition de résolution au Parlement dans laquelle on peut lire ceci. Le Parlement européen estime que la pêche durable qui utilise des engins traditionnels est à la base de la prospérité des populations côtières et contribue à la sécurité alimentaire dans les RUP. Insiste dans ce contexte sur la nécessité de faire participer la pêche locale à l'objectif de sécurité alimentaire des populations locales, car la sécurité alimentaire est aujourd'hui trop dépendante des importations dans les RUP. Rappelle que les dispositifs existants pensés pour les problématiques et enjeux de l'Europe continentale répondent de manière limitée aux spécificités de la pêche dans les RUP. Elles ne peuvent donc pas s'appliquer uniformément aux enjeux et spécificités de la pêche dans les RUP et doivent être dotées d'un certain degré de souplesse et de pragmatisme ou faire l'objet de dérogations. Le Parlement européen appelle par conséquent à la mise en place d'une stratégie déclinée dans chaque bassin maritime régional adaptée à la situation particulière de chacune des régions ultra-périphériques. Situé à 180 km en dessous de la surface de l'eau, au large des côtes de l'île de Grenade, le volcan sous-marin Kikem Djeni est entré en activité hier, lundi.
Une éruption est possible à tout moment. Les autorités grenadiennes ont donc placé le territoire en alerte jaune. Bien que le risque de tsunami semble exclu, plusieurs secousses sismiques ont déjà été ressenties. Les embarcations doivent désormais éviter une zone de 5 km autour du volcan, car les gaz rejetés par celui-ci pourraient altérer leur flottabilité en modifiant la densité de l'eau. Mais une question reste en suspens. Verra-t-on apparaître une nouvelle île dans les Petites Antilles ? Depuis la mi-février se déroule en Martinique l'opération Stop à la violence, déposer les armes. 160 armes et 6394 cartouches ont déjà été retirées de la circulation. Du coup, la préfecture a décidé de continuer l'opération jusqu'au 24 juin, alors qu'elle devait prendre fin le 17 avril. D'autant que les services chargés de récupérer ces armes enregistrent encore des demandes de dépôt. La préfecture affirme également que l'association Made in Jeune Ambition, partenaire de l'opération, note que cette campagne, conjuguée aux actions de prévention de la violence, contribue à la prise de conscience de la population et des jeunes en particulier. Rappelons que durant l'opération Déposer les armes, les particuliers peuvent remettre leurs armes avec la garantie qu'aucune sanction administrative ou judiciaire ne sera prise à leur encontre pour détention d'armes illégales en accord avec le procureur de la République. 3 enjeux accompagnent cette campagne. Encourager les personnes détenant une arme non déclarée, trouvée ou reçue suite à un héritage ou à un don, à s'en débarrasser sans préjudice, prévenir les vols d'armes au cours d'éventuels cambriolages. Ces armes pourraient par la suite être utilisées dans les faits délictueux, lutter contre la banalisation de la détention d'une arme et de son usage grâce à une campagne de communication faisant référence à tout type d'armes, y compris les armes par destination, couteaux de cuisine, coutelas, etc. Aujourd'hui, mardi 2 mai, en Guadeloupe, à l'occasion de la remise d'une statuette de l'artiste Juan Miro, la direction du Mémorial Act présentera le bilan du monument après 2 années d'existence. On notera qu'1 an après son inauguration, l'édifice, qui avait coûté pas moins de 83 millions d'euros, avait déjà attiré 110 000 visiteurs. Il a d'ailleurs reçu depuis plusieurs distinctions internationales. On le sait, la collectivité territoriale de Martinique a compétence pour gérer les fonds européens. Or, au titre du FEDER, il est possible d'obtenir une aide au fret, c'est-à-dire une aide pour le transport de marchandises entre l'Europe et la Martinique. Il faut pour cela déposer un dossier à la collectivité territoriale de Martinique avant le vendredi 30 juin, dernier délai. Dans le cadre des Journées mondiales d'hygiène des mains, le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de la Martinique, a mis en place depuis ce mardi matin toute une série d'actions de sensibilisation. Jusqu'au 10 mai, des stands seront ainsi accessibles sur le site de l'établissement à destination des patients et des visiteurs, mais également des membres du personnel. En partenariat avec l'Union régionale des médecins libéraux, le CCAS de Rivière-Salée organise une réunion d'information sur le thème « Et si c'était un Parkinson ?» le jeudi 4 mai de 9h30 à 11h30. Cela va se passer à la Maison des Seniors, rue Joinville-Saint-Prix. On le sait, récemment, la Chambre des métiers et d'artisanat a accordé le titre d'artisan d'art à 24 hommes et femmes. Ce label n'est pas seulement honorifique au moment où la Chambre consulaire et la ville de Fort-de-France travaillent à la transformation de la rue Garnier-Pagès en une rue des artisans. Sans doute, les artisans labellisés trouveront-ils plus facilement une place dans cette rue que ceux qui ne le sont pas. Depuis la destitution de Dilma Rousseff, les choses ne s'arrangent pas au Brésil.
Le pays était en partie paralysé vendredi dernier par une grève générale pour protester contre les mesures d'austérité du président conservateur Michel Temer. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans les grandes villes pour relayer les revendications des syndicats. D'importantes artères de circulation ont été bloquées à travers tout le pays par des barricades de pneus enflammés, provoquant de nombreux embouteillages. Les transports étaient fortement perturbés dans tout le pays. À Rio, le centre-ville ressemblait à un véritable champ de bataille. Les vitrines de plusieurs banques ont été brisées à coups de pierre, des bus incendiés et tous les commerces avaient baissé leurs rideaux. Quelques affrontements ont eu lieu entre la police anti-émeute et des manifestants qui se dirigeaient vers la résidence privée du président Michel Temer à Sao Paulo. Partout, la plupart des écoles, des bureaux de poste et des banques étaient fermés. La mobilisation porte notamment sur la réforme des retraites et la flexibilisation du travail que le gouvernement, confronté à une crise économique sans précédent, juge nécessaire. Selon les syndicats, ces réformes libérales constituent un retour en arrière inacceptable. Pour l'heure, chômage et déficit budgétaire de l'État montent en flèche. Et l'énorme scandale de corruption qui éclabousse des politiciens de tous bords vient envenimer la situation. Tandis que le gouvernement cherche par tous les moyens à convaincre une majorité de parlementaires de voter pour cette réforme, le peuple brésilien a lui profité du 1er mai pour se rendre en masse et dans le calme aux divers événements organisés par les syndicats. Les nombreuses pancartes de protestation montraient une volonté de poursuivre la mobilisation. La DAF, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, vient de décerner pour 1 an un label en matière de qualité sanitaire à la restauration scolaire du Morne Rouge. Génie Dulis, maire de la commune, s'est déclaré fier d'une telle reconnaissance et encourage le personnel à poursuivre ses efforts pour conserver cette distinction les années suivantes. Elle a également rappelé que le Morne Rouge prend aussi en charge la restauration scolaire d'autres communes voisines. Lucette Michaud-Chevry était en garde à vue depuis 8h30 mercredi dernier, mais n'a été conduite devant le juge d'instruction qu'à 16h. Elle était interrogée depuis 3 heures lorsqu'elle a fait un malaise. Il était donc 19h qui a nécessité l'intervention du SAMU. Dans cette affaire, il faut savoir que le directeur de cabinet de Lucette Michaud-Chevry, Fred Madiné-Kouti, a déjà été arrêté, interrogé et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il se dit que c'est lui qui aurait révélé aux enquêteurs le véritable système mafieux qui existe au sein de la communauté du Sud Basse-Terre, dont Lucette Michaud-Chevry, âgée de 88 ans, est la présidente. Un système dont auraient bénéficié depuis plusieurs années des entrepreneurs, des commerçants ou des présidents d'associations. Des associations qui n'auraient comme seule raison d'être que de permettre d'importants détournements de fonds. Faisant suite au rapport remis en 2015 par le député Serge Letchimy à Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, un décret qui devrait permettre de changer radicalement la gestion des VHU, véhicules hors d'usage, a été mis en place le 29 avril par le gouvernement. Si jusqu'à présent le traitement et la récupération des VHU relevaient quasiment exclusivement des collectivités, désormais les producteurs automobiles et même les importateurs devront également y contribuer, proportionnellement au nombre de voitures neuves vendues. Rappelons qu'il y aurait environ 60 000 véhicules hors d'usage répartis sur notre territoire. Selon vous, que deviendra la Martinique dans quelques années? C'est la question que nous vous avons posée dans votre rubrique sondage. Sondage. Selon vous, que deviendra la Martinique de quelques années? Il faut que dans un temps, je pense que comme une élection, il va dire que celui qu'on va mettre, peut-être qu'il sera mieux, mais je pense pour moi qu'il sera encore pire. Parce que déjà au niveau nucléaire, tout ça là, déjà, on est déjà mal barré. Bon, ce que je pense moi, espérons que les jeunes
qui viennent là, qui vont défendre la patrie et tout, qu'on met en devant, qui sont là pour nous aider à voir mieux demain qu'est-ce que ça va. Bon, je vais espérer que Martinique a évolué, que quelques années, ça va développer pour les artistes et tout, parce que ça est devenu plus difficile. Ouais. Mais je pense qu'elle sera déjà plus moderne avec toute cette histoire de TCSP, toutes les infrastructures nouvelles que l'on fait, notamment à Dillon ou dans d'autres quartiers, dans d'autres communes. Elle était déjà victime de mondialisation. Je pense que dans quelques années, on va carrément perdre son authenticité. La culture se perd, la musique, que ce soit la culture quoi, en général. Donc je trouve que ce sera un petit peu dommage, mais bon. Selon vous, que deviendra la Martinique dans quelques années? Bien, la Martinique dans quelques années, je pense que ce sont nos élus qui doivent changer la situation pour que nous suivons la bonne direction. Surtout pour nos jeunes là, pour l'avenir, c'est pour nos jeunes. Pas pour moi, pour nos jeunes, pour mes enfants. Voilà, il y a petits-enfants. Ce sont les élus qui doivent bien réfléchir avant d'agir. Ben, que deviendra la Martinique dans quelques années, c'est illusoire un peu de se poser cette question parce qu'on a beau faire des plans, des projets et puis avoir des souhaits, mais on ne sait pas de quoi ça va faire demain. Puis si on verra même demain, on sera là dans 1 heure. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir des prévisions positives, même si on sait que les choses ne vont pas en s'améliorant, mais il faut quand même garder espoir. Mais qu'importe, on fait avec. Hein. Et puis c'est l'avenir, c'est chacun qui y met du sien. Eh bien ça dépend de ce qu'on a fait aujourd'hui. Si on continue à imiter toutes les choses, enfin je n'ose pas dire le mot, mais qui viennent d'ailleurs, eh bien dans quelque temps ça sera un désastre. Mais si on reste nous-mêmes, eh bien, la Martinique redeviendra ce qu'elle était, ce qu'elle a vocation d'être. Selon vous, que deviendra la Martinique dans quelques années? Eh bien, chers amis, chers auditeurs, chers lecteurs, c'est Madame Fizeau. Je m'inquiète de notre avenir. Je m'inquiète de la relation qu'on a maintenant avec autrui, avec le voisin, avec celui avec qui on partage toutes les émotions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays réellement? On se le demande. Les gens ne se disent plus bonjour. Les gens ne se côtoient plus comme avant. Moi, je dirais qu'il y a une perte d'estime, une perte des valeurs, une perte du respect aussi. Bien, alors je dirais que c'est à vous de faire le choix. Bon, pour nos jeunes aussi, ils sont ancrés dans certaines choses. Mais qu'est-ce que ça leur apporte réellement? Et je me pose la question toujours. Donc, formez-vous. Il y a des formations pour cela. Je dirais que nous sommes tous au combat. Et puis, au niveau de la politique, qu'on puisse permettre aux gens de vendre leurs articles, de se débattre. Parce que je vous dis, je suis mère de famille. Ce n'est pas pour raconter ma vie. Mais où est passée la bourse de ma fille? Je ne suis pas là à dépendre de l'argent de l'État, mais j'ai envie de me battre. D'accord? Donc, les chefs d'entreprise, les femmes qui se battent, bayo love là, bayo sala puis au travail. C'est comme ça qu'on nous donne les opportunités, les ouvertures. Je ne veux plus quand je vais dans un bureau, monsieur, et je vous le dis, madame, qu'on me dise, monsieur tel n'est pas là alors qu'il est là et que mon dossier pourrait être ouvert. Ouvrez les portes, ouvrez vos cœurs et respectez-vous. Eh bien, la Martinique, il y a une très belle, ça peut devenir une très belle chose, mais tout dépend de notre attitude et notre comportement. Oui, parce que nous avons pas mal de richesses, mais nous ne savons pas le développer et l'exploiter par rapport au manque de solidarité que nous avons entre nous. Oui, nous avons toujours l'impression, lorsque nous faisons quelque chose ensemble, que l'autre va le voler en plus. Alors on le vole avant. Donc au lieu de voir l'avenir, nous restons toujours sous les obstacles. Et puis nous avons une société qui nous presse dans la vie, aller vite, aller vite, aller vite. Et nous ne voyons pas les richesses que nous avons. Donc c'est trop rapide, faire les choses. Et après on voit les obstacles. Ah oui, mais si on devait réfléchir, ceci, cela. Sondage.
Tout de suite, le savoir et réfléchir de Roland Laouchi. Ça n'a l'air de rien, mais sauf les fanatiques, c'est-à-dire ceux que ne guide pas la raison, tous ceux qui observent ce qui se passe au niveau politique de notre pays depuis de nombreuses années ont de quoi être pour le moins déroutés ou déçus. Mais ça, c'est quelque part un moindre mal. Ce qui est plus grave, me semble-t-il, c'est que, bien pire que la déception, nous sommes insidieusement envahis par le sentiment que nous sommes des incapables. C'est un sentiment que l'on a de toutes les façons possibles introduit dans la tête de nos ancêtres pour mieux les exploiter. On les a persuadés que parce qu'ils étaient noirs, ils étaient inférieurs. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous renvoyons cette image-là de nous. C'est vrai. Écoutez, des entreprises privées sont venues et en un clin d'œil, elles ont construit la tour Lumina, le dôme qui se trouve à l'entrée de Kernis, des Quick et des Burger King, des Snacks Élysée, le Décathlon, le nouveau Monsieur Bricolage, le parking de la Galeria, le Carrefour Génipa, etc., etc. Et de l'autre côté, celui d'une Martinique plus collective, plus afro-descendante aussi, il faut bien le dire. Il a fallu près de 30 années pour concevoir et construire un TCSP qui ne fonctionne toujours pas, malgré l'injonction du préfet. L'ancien hôpital Fouche et le lycée Schellcher sont debout là comme deux crétins qui ne savent pas quoi faire de leur corps. Les embouteillages sont encore plus sévères qu'auparavant. Le taux de chômage ne baisse pas. Notre pays se vide de ses enfants. Et, plus grave encore, récemment, un professionnel de la santé a dit cette phrase terrible: en Martinique, l'hôpital tue. On pourrait ajouter à cela les problèmes que rencontrent nos coopératives agricoles, aquacoles, marines, etc. Or, les Martiniquais voient bien que toutes ces choses qui ne marchent pas dépendent, sinon complètement, mais essentiellement de nous, collectivement. Dès lors, plus ou moins consciemment, ils intègrent que nous ne sommes pas capables de développer notre pays. Mais les soldats qui sont en première ligne dans ce combat-là, ce ne sont pas en réalité tous les Martiniquais. Ce sont les politiques, ceux qui ont en charge la gouvernance du territoire. C'est donc à eux que les Martiniquais attribuent l'échec. Et en votant relativement nombreux Marine Le Pen au premier tour des élections présidentielles, ils les ont quelque part sanctionnés. Les Martiniquais qui ont donné leur voix à Marine Le Pen l'ont fait dans une tentative désespérée de se désolidariser d'un échec qui leur fait d'autant plus peur qu'ils pourraient prouver, selon eux, répétons-le, notre incompétence, voire notre infériorité. Les politiques servent de rempart. Même si on dit que l'on a les élus qu'on mérite, ce ne sont pas les Martiniquais pris dans leur ensemble qui ont échoué, ce sont leurs élus. Il faut donc les sanctionner et tenter autre chose. Tel est le mécanisme qui, selon nous, sert de moteur psychologique aux partisans de Marine Le Pen en Martinique. C'est l'heure de votre rubrique santé. Les rythmes intestinaux n'ont pas de conséquences directes sur le rythme du sommeil et les douleurs intestinales n'empêchent généralement pas de dormir. Pourtant, les réveils matinaux sont difficiles et les journées s'en ressentent. En fait, la constipation fatigue l'organisme parce qu'elle permet aux toxines normalement éliminées quotidiennement de s'accumuler dans le gros intestin. Attention, le stress est aussi un facteur qui fatigue et il joue sur les deux tableaux. En effet, le stress peut à lui seul perturber le fonctionnement intestinal. Par ailleurs, les états de stress posent souvent aux fringales, ce qui contribue encore au dérèglement digestif et notamment à l'alternance constipation-diarrhée. Le spasme et les contractions intestinales qui accompagnent la constipation sont souvent à l'origine de douleurs abdominales, plus ou moins intenses
et plus ou moins durable. Les aliments qui fermentent dans le gros intestin et qui stagnent gonflent le ventre car ils produisent des gaz intestinaux. Les efforts excessifs de contraction de l'anus sont responsables d'une augmentation de la pression sur les veines situées autour de l'anus. Les veines se dilatent, ce qui est à l'origine d'hémorroïdes. Très souvent, les troubles du transit se traduisent par une alternance entre constipation et diarrhée. C'est particulièrement vrai en cas de côlon irrité, c'est-à-dire agressé par une prise excessive de laxatifs. Et finalement, les troubles du transit peuvent provoquer des migraines digestives. Certains aliments sont également plus propices que d'autres à déclencher des maux de tête. Votre médecin est le plus habilité à vous renseigner sur ces différents troubles. Consultez-le. Il est l'heure pour nous de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Ce journal a été préparé avec la participation de Pierre-Éric Witz, Jordan Adélaïde, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Guéty Galva, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Ce journal sera rediffusé ce soir à 22h35, demain à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez revoir votre journal sur notre site kmt-télévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.